On va faire un point terrain. C'est peut-être la plus lourde perte humaine enregistrée en une seule fois pour les soldats ukrainiens depuis le début de la guerre. Une vingtaine de membres d'une brigade d'assaut ont trouvé la mort vendredi. On est dans la région de Zaporijjia. C'est la 128e brigade d'assaut de montagne et selon les médias locaux, ils avaient été réunis pour une cérémonie de remise de décoration près de la ligne de front. Alors cette insouciance qui était propre aux Russes jusque-là, déjà constatée à plusieurs reprises au cours de cette guerre, rappelons-nous cet épisode du Nouvel An à Makivka où 89 soldats avaient trouvé la mort, aurait-elle contaminé les Ukrainiens? Volodymyr Zelensky a en tout cas annoncé l'ouverture d'une enquête. Récit d'une faute lourde avec ce sujet signé Nancy Rice. Vendredi, un peu avant 10h du matin, un drone russe filme l'opération. Nous sommes à Zarychny, à 16 km du front. Le drone repère la cible, l'entrée du lieu où une cérémonie militaire en plein air se tient, des hommes, des véhicules, puis les bâtiments. À gauche dans l'écran, le drone ajuste le tir. Un ou deux bombardements, un ou plusieurs missiles Iskander-M. Le drone qui filme en continu s'attarde sur les zones touchées, des voitures en feu, des colonnes de fumée. L'objectif est atteint. Au sol, un carnage. Le long de la rue décore une vingtaine de soldats de la 128e brigade d'assaut de montagne. J'adresse toutes mes condoléances aux familles et aux proches des soldats tombés au combat. C'est une tragédie qui aurait pu être évitée. Ces soldats, dont de nombreux officiers, étaient rassemblés pour une cérémonie de remise de médailles à l'occasion de la journée de l'artillerie. Des cibles immanquables pour les Russes. Alors le président ukrainien s'interroge. Le ministre de la Défense, M. Oumerov, m'a fait un rapport sur les mesures prises pour clarifier toutes les circonstances afin de savoir ce qui s'est passé, qui était spécifiquement impliqué et quels ordres ont été donnés. L'enquête est en cours. L'essentiel est d'établir toute la vérité sur ce qu'il s'est passé et éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. 3 jours de deuil ont été décrétés par le gouverneur de la région, Victor Mikita. Drapeau en berne, minute de silence, service religieux. Un membre de la brigade avoue le manque de vigilance, un moment de relâchement qui n'est pas sans rappeler l'épisode dans le camp adverse. Makivka, le 31 décembre 2022, juste avant minuit. Les téléphones portables, repérables donc, crépitent pour la nouvelle année dans cette caserne du Donbass. Des centaines de conscrits et réservistes russes rassemblés. 1 ou 4 missiles tombent, c'est l'hécatombe. Une cible, une faute évidente là aussi. On s'était beaucoup gaussé des Russes quand il y a eu ce carnage, cette réussite, et on se souvient d'ailleurs que Kiev s'était félicité de ces frappes. Est-ce à dire, comme le disait Anne, que les Ukrainiens ont eu peut-être un moment de relâchement, même si on ne sait pas avec quoi cette caserne ou ce lieu a été frappé? Est-ce que ce sont des drones ou est-ce que ce sont des missiles? Les Ukrainiens se sont mis à la faute, pour utiliser un terme qu'on utilise en rugby. C'est-à-dire qu'ils se sont dévoilés en présence de drones, d'observation manifestement, et ils ont fait un rassemblement en terrain plus ou moins découvert, parce que avant de tirer sur les infrastructures, les Russes ont repéré les hommes déjà qui s'y trouvaient. Et à partir de là, évidemment, dès l'instant... On voit ces images, ces images pour quand même nos téléspectateurs sont prises à partir du drone russe. Ils n'ont pas repéré par hasard non plus. Tout à fait. Il y a forcément des informations avant le... Ils avaient donc des informations déjà là-dessus, et le rassemblement fait que... immédiatement, ça désigne une cible qu'on peut tirer avec des moyens d'artillerie ou avec des moyens missiles, comme ça a été dit, peu importe. Mais les effets seront les mêmes. Et là, ils se sont mis à la faute parce qu'on ne regroupe pas des gens comme ça, en terrain plus ou moins découvert, ou en tout cas en surface, quand on est si près du front et avec la menace d'être repéré par des moyens d'observation, comme il y en a tant, ils le savent bien. Donc non, ils se sont mis à la faute. Avec ce côté terrible, c'est-à-dire que c'est une remise de décoration. Oui. Pour des hommes qui reviennent du front. Et c'est à ce moment-là que cette caserne, que ce lieu en tout cas, est frappé. Comme vous dites, Xavier, ça se fait pas tout seul. Il n'y a pas que le drone. Non, pas tout seul. Il y a forcément... La mission est prévue sur la foi d'information, sur la foi de renseignement, qui montre qu'à un moment donné... Peut-être pas exactement le bâtiment, même s'il doit être assez facile à identifier, puisqu'il y a beaucoup de monde et que c'est un bâtiment où se réunissent des militaires. Il y aura du monde et il faut surveiller avec le drone. Et ensuite, visiblement, l'explosion le confirmerait, le tir d'un missile Iskander qui n'est pas tiré par le drone, bien évidemment, mais qui est tiré d'assez loin et à 15 km derrière le front. On n'est absolument pas en sécurité.
C'est un relâchement des hommes de l'armée ukrainienne, mais qui est là encore, 621 jours de guerre, qui est compréhensible et qui arrive même dans les meilleures armées du monde. Il y a des moments où la tension se relâche, où la menace paraît plus lointaine, où aussi, peut-être que cette remise de décoration pour la journée de l'infanterie était importante pour ces hommes et pour leurs officiers, un moment de rassemblement, et que, comme le disait Xavier, par ailleurs, peut-être pas suffisamment d'attention aux réseaux d'informateurs et d'espions russes qui sont encore actifs, particulièrement dans ces régions-là, peut-être moins à Kiev et dans les grandes villes aujourd'hui où un grand ménage a été fait, mais dans tous les cas où il y a eu des bombardements dans des villages ou sur des casernes en Ukraine, régulièrement, l'enquête montre qu'il y a généralement une personne ou deux personnes qui ont informé l'armée russe. Enfin, je veux dire, ce sont des Oui, ce qui fonctionne pour un camp fonctionne. Bah oui, ça marche dans les deux camps. Ça marche dans les deux cas. C'est une très mauvaise passe pour l'armée ukrainienne. C'est-à-dire que, comme disent les politiques, c'est une mauvaise séquence. C'est-à-dire que là, Zelensky est obligé de répondre à son chef des armées, ensuite de dire ce qui est important dans sa phrase, c'est ça aurait pu être évité. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va sérieusement se faire engueuler pour ce drame et cette tragédie pour les militaires ukrainiens. Mais ça aurait pu être évité. Oui, mais aucune armée du monde n'est infaillible. Enfin, je parle sous votre contrôle général, mais ça doit arriver dans toutes les armées, même les armées modernes. Ça n'arrive pas un peu plus souvent, même. Oui, parce qu'une vingtaine d'hommes, c'est pas énorme non plus. C'est beaucoup moins que les Russes, qui en regroupent beaucoup plus dans des moments où il faut effectivement faire extrêmement attention, notamment toutes les fêtes, toutes les cérémonies. Alors justement, il faut voir si ce sont des gradés, si ce sont des simples soldats, etc. Parce que l'incidence n'est pas la même, évidemment. Vous pouvez décapiter un bataillon, si les cadres du bataillon ont été tués. Il y a un mélange des deux. Alors, on ne connaît pas la proportion, mais il y a un mélange des deux quand même. Non, Il y a remise de décoration, forcément. Oui, et brigade d'assaut, c'est quand même des... Oui, c'est des brigades d'élite. D'élite, oui. Volodymyr Zelensky, en tout cas, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête, je vous le disais, et qui promet du changement. Il voit dans ce drame plusieurs facteurs, dont celui de la négligence qui incombe à l'héritage soviétique. Écoutons-le. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que lorsque nous traversons des semaines comme celle-ci, remplies de douleurs et de discussions difficiles, il est important que les gens comprennent que ce qui pèse sur leur cœur est vu et que les changements nécessaires seront apportés. Cela s'applique à beaucoup de choses, de la négligence qui peut survenir à l'héritage soviétique et à la terrible bureaucratie qui empêche l'Ukraine et de nombreux membres de nos forces de défense de réaliser leur potentiel correctement et efficacement. Alors ça, c'est très intéressant, c'est la photo russe, parce que ça englobe plein de choses, la photo russe. Il ne parle pas de corruption, mais on sait qu'il a été aussi dernièrement accroché sur la corruption, et là aussi, on parlait de l'héritage russe. C'est bien joué. Je ne sais pas si ça passera auprès des Ukrainiens, mais c'est bien joué. Oui, après c'est pas un discours très original, on l'a déjà entendu. On comprend exactement où il veut en venir et on comprend ce qu'il implique, ce qu'il sous-entend en parlant de l'héritage soviétique. Mais en ce qui concerne en tout cas la politique et les accusations de corruption dont on accuse souvent l'Ukraine, notamment dans le cadre de sa procédure d'adhésion à l'Union européenne, ça ne marche plus vraiment cette excuse de l'héritage soviétique parce que voilà, ça fait un moment qu'ils en sont quand même revenus et qu'il y a, d'ailleurs, le président Zelensky a beaucoup travaillé sur la lutte contre la corruption au niveau des institutions politiques, avec un succès plus ou moins certain. Mais d'ailleurs, dans The Times, Simon Schuster justement en parle à un proche de Zelensky en disant « Mais est-ce que la corruption, tout est réglé ?» Et quelqu'un lui répond « Non, on n'a jamais autant volé que maintenant, c'est encore pire puisqu'on veut sauver notre peau. » D'autant plus que dans un contexte de guerre, c'est encore plus difficile d'avoir des garde-fous, de pouvoir contrôler les individus, les institutions, c'est même impossible. Disons que les regards sont ailleurs, les priorités sont ailleurs, dans la hiérarchie des priorités en temps de guerre. Bien évidemment que la corruption passe peut-être après, sauf si, et on le voit avec l'armée russe, sauf si ça vient justement empêcher une réussite militaire, comme c'est le cas pour l'armée russe, on l'a vu au tout début du conflit. Alors ce qui est intéressant, si on revient sur le terrain, c'est ce poids de l'armée russe, ou de l'héritage russe, parce que je me souviens, il y a à peu près 6 mois, soviétique. Il y avait 2 experts américains qui avaient passé près de 6 mois pour former les Ukrainiens sur le terrain. Ils étaient revenus en disant c'est juste pas possible. Les vieux, gradés, sont encore à l'heure soviétique, les jeunes qui en veulent
n'ont pas la parole. Quand Zelensky dit ça, faut que ça change. On est encore à l'heure soviétique. Quand Valéry Zanoujny dit on a fait des erreurs, il faut aussi que ça change. Et quand les alliés de l'Ukraine, et notamment les Américains, ont dit, notamment pour Bakhmout, il faut que ça change. Vous travaillez encore à l'heure soviétique. Il y a un message qui passe là ? C'est peut-être on a compris ? Je crois qu'il y a un problème culturel. Et si vous voulez, quand un pays a vécu avec ce type de bureaucratie pendant des dizaines d'années, on ne change pas les caractères comme ça. Les gens ont pris des habitudes, si vous voulez, qui ne sont pas bonnes dans le contexte. Mais pour changer ça, il faut du temps. Il faut du temps. Il y a quelques personnes qui peuvent s'adapter assez vite. Je pense que le général Zaloujny en fait partie. Mais tout le monde n'évolue pas à la même vitesse. Et en particulier les jeunes, on en parlait tout à l'heure à propos de la mobilisation de la ressource humaine en Ukraine. Manifestement, les jeunes ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde que leurs prédécesseurs. C'est manifeste. Pour ma part, j'ai fait un jour une conférence, il y a quelques années, à Varsovie, donc en Pologne, où j'avais rencontré les militaires qui étaient dans l'école de guerre à l'époque, donc des gens niveau commandant, lieutenant-colonel. Et puis de l'autre côté, j'ai vu les gens qui étaient en Master 2 de géopolitique et de sciences internationales à l'université. Mais j'ai rencontré deux mondes complètement étrangers l'un à l'autre. C'est impressionnant. Donc les premiers fonctionnaient encore à l'ancienne, avec il y avait 3 questions préparées depuis 15 jours avant mon arrivée, enfin c'était très très vivant, vous voyez. Et de l'autre côté, c'était une université à la française, comme on voit. Voilà, c'est pour vous éclairer sur la difficulté d'adapter une culture à une réalité. Le poids soviétique, je vous voyais acquiescer. Bah oui, parce que on a l'impression que c'est la préhistoire, mais c'est quand même assez récent. Enfin, je veux dire, c'est tout cet univers post-soviétique, il est dans l'espace d'une génération. Et donc, entre le jeune Ukrainien, que ce soit dans l'armée, mais aussi dans la vie civile, et son père ou son grand-père, ou sa mère et sa grand-mère, c'est deux univers qui n'ont absolument rien à voir. Un univers soviétique, avec un parti unique, des médias extraordinairement limités, tout ça, c'était il y a 30 ans. Donc il y a encore énormément d'habitudes dans la vie civile comme dans la vie militaire, et tout un univers qu'il faut changer. Et on le voit quand on est dans les rues de Kiev. Je veux dire, Kiev est une ville extraordinairement moderne d'un point de vue de la technologie. On paye avec son téléphone, on consomme comme dans la plupart des pays occidentaux quand on peut consommer et qu'il n'y a pas des couvre-feux, évidemment. Mais je veux dire, et puis vous avez la babouchka russe. Qui n'est plus russe, qui est ukrainienne, mais sur un modèle soviétique. Mais pareil dans l'armée, parce que là, Volodymyr Zelensky parle de l'armée. Oui, mais voilà, c'est nos erreurs. Dans l'armée, parce que c'est pire dans l'armée. C'est quelque chose qui est très imprégné. Et effectivement, si on prend la date des années 90, on est déjà à 30 ans. Mais en fait, ça a perduré bien plus longtemps que ça, puisque les méthodes sont restées les mêmes. Le temps que l'OTAN, à partir de 2014... C'est Maïdan qui a tout changé. C'est Maïdan. C'est ça, c'est 2014. Maïdan, la Crimée aux mains des Russes. On a commencé à entraîner les troupes ukrainiennes, à leur fournir du matériel déjà, notamment dans une base qui a été bombardée tout proche de la frontière polonaise au début de la guerre où j'étais. Mais ça a pris énormément de temps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'homme qui a le mieux appréhendé ce basculement du monde soviétique vers le monde, je dirais, type OTAN, armée moderne occidentale, c'est Zaloujny. C'est certainement lui qui a mieux vu les choses et qui a le mieux préparé son armée et qui a mieux poussé ce basculement vers ce type d'organisation. Le poids de la Russie, c'est quelque chose dont l'Ukraine pourra se débarrasser. Mais c'est là-dessus que joue Poutine en permanence. Quand Poutine dit la Russie est éternelle, la Russie, l'Ukraine, ce qui s'est passé depuis 91 est un accident de l'histoire. Je veux dire, il faut pas oublier que Poutine fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Quand il fait son immense discours fleuve quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il explique que l'intégralité des anciens pays de l'Union, des anciens satellites, pas des pays de l'Union soviétique, vont revenir dans le giron de la Russie parce que c'est le destin de la Russie. Et voilà, et que la Géorgie, la Moldavie, entre autres, et il va continuer. Il continue, et donc c'est cette vision-là opposée à une vision
occidentale qui existe évidemment et qui a basculé complètement au moment de Maïdan et de cette jeunesse ukrainienne qui refuse la mainmise du pouvoir russe sur les élections ukrainiennes, qui veut prendre son destin en main, mais qui de fait embarque une partie du pays vers l'Union européenne en laissant l'autre. Et ces lignes de fracture, elles existent dans la société ukrainienne, il ne faut pas se mentir, et elles sont évidemment beaucoup plus fortes dans l'armée, puisque ce sont des corps où on a moins d'options, j'allais dire, un peu plus rigides que la société civile. D'accord, plus rigide.